Alors, bonjour à tous, bon début d'après-midi. Je m'appelle Normand Latour. C'est avec plaisir que je vous accueille pour la présentation de cette troisième émission de Perspective en direct. Je vous parle des bureaux de Collège et Institut Canada, situés au centre-ville d'Ottawa. Permettez-moi tout de suite de souligner la contribution de nos partenaires corporatifs, Avis Budget, BGIS, Field Effect et la TD, qui soutiennent nos activités, notamment notre émission Perspective en direct. Alors que nous sommes toujours en pleine pandémie, il y a finalement une lueur d'espoir à l'horizon avec l'arrivée des vaccins. Bien sûr, la crise sanitaire a ébranlé plusieurs sphères de l'activité humaine, dont le milieu d'éducation. Les cours à distance, rappelez-vous, qui devaient être une solution de rechange au départ, au printemps dernier, se sont poursuivis tellement qu'aujourd'hui, on parle maintenant de formation à distance à long terme, de pédagogie numérique à distance. Il faut donc réinventer le monde de l'éducation virtuelle et c'est le thème de l'émission que nous vous proposons aujourd'hui. Pour en parler, nous avons réuni autour de mon co-animateur aujourd'hui qui est Daniel Giroux, qui est président du Collège Boréal à Sudbury dans le nord de l'Ontario, M. Patrick Charland. Patrick est co-titulaire de la chaise UNESCO de développement curriculaire et professeur titulaire au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. M. Jacques Cool, qui est directeur développement et animation de Cadre 31. Cadre 31, c'est le centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. Et nous allons aussi rejoindre tantôt Mme Nadia Nafi de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque nationale. Et elle est également professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval. Pour vous présenter notre émission, je vous rappelle que nous utilisons la plateforme Slido. C'est un outil extrêmement bien fait que vous pouvez utiliser. Il suffit simplement de réduire l'image que vous voyez à l'écran. Et de cette façon, vous verrez apparaître en haut de votre écran, à droite, donc ici, des questions, vos questions, et maintenant une question, un sondage que je vous propose de lire à l'instant. De votre point de vue, à quoi ressemblera l'après-COVID dans les établissements postsecondaires? Est-ce que l'enseignement en ligne, à votre avis, sera plus important? Nous reviendrons plus principalement à l'apprentissage et à l'enseignement en présentiel, comme c'était jadis. L'enseignement et l'apprentissage seront hybrides ou mixtes et grandement influencés par la transformation numérique. Ou 3, l'enseignement en ligne sera le mode de prestation de choix pour élargir l'accès et renforcer l'excellence de l'enseignement et de l'apprentissage. Je vous invite à voter dès maintenant. Permettez-moi maintenant d'inviter la présidente directrice générale de CICAN, Collège et Institut Canada, Denise Amiot, que nous retrouvons chez elle. Bonjour Denise. Ça va très bien, merci beaucoup, Denise. Ceux qui nous suivent depuis le début le savent, on commence toujours ce segment, vous commencez toujours ce segment en reconnaissant la présence du peuple autochtone. Ça fait partie des engagements pratiques de CICAN. Oui, absolument. Alors, je profite de l'occasion pour reconnaître que nous tenons notre présentation virtuelle aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Voilà. Nous parlons aujourd'hui, Denise, des répercussions de la pandémie sur les établissements postsecondaires quant à la prestation de leur programme d'études. Oui, alors, on sait que la pandémie de COVID-19, ça a complètement transformé le milieu de l'éducation postsecondaire. Toutefois, l'une des forces uniques des collèges et des instituts, c'est vraiment leur capacité à réagir, puis à réagir rapidement au changement de leur milieu, en tenant compte des besoins de leurs étudiants, du corps professoral, puis aussi des collectivités qui sont autour. Puis, quand on pense aux technologies numériques dans l'enseignement, c'est pas nouveau là, pour les collèges et les instituts. La grosse différence, c'est le contexte de la pandémie, c'est que ça a permis de consolider et transformer encore plus rapidement que ce qui se faisait avant. Puis, parce que nos collèges et nos instituts desservent un grand nombre de collectivités, il y en a qui sont dans des grands centres urbains, dans des petites localités rurales ou nordiques. Ça veut dire que chacun de nos membres a eu ses propres défis à relever. Puis, naturellement, la première chose qu'on a toujours en tête, c'est la connectivité. C'est encore un obstacle énorme pour beaucoup d'apprenants de nos établissements. Il y a plusieurs des collèges, Denise, des instituts, des cégeps qui ont fait preuve d'initiatives vraiment intéressantes pour pallier justement
à cet obstacle qu'a représenté soudainement la pandémie pour tout le monde. Oui, puis je vais peut-être donner un ou deux exemples. Alors, le premier, c'est vraiment pour remédier justement à ce problème d'accès à l'Internet haute vitesse dont je parlais. Il y a certains collèges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un service d'Internet au volant pour leurs étudiants. Alors, ça veut dire que les étudiants pouvaient arriver dans le terrain de stationnement du collège et ils pouvaient télécharger leurs devoirs, leurs travaux, les ressources de cours en toute sécurité et puis ensuite retourner chez eux puis avoir l'information qu'ils avaient besoin. Puis, il y en a d'autres, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont développé des partenariats avec des compagnies d'équipements informatiques. Puis, ça leur a permis d'offrir du matériel aux étudiants qui en avaient besoin parce que parfois, il y avait des domiciles qui avaient un ordinateur, mais pour 4 personnes qui en avaient besoin, là. Alors, puis il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais je vais m'assurer qu'on met dans le chat box, là, la boîte de clavardage, la page qui est consacrée à la réponse des collèges et des instituts face à la COVID-19, puis vous allez voir, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, oui, vas-y. Oui, ben, j'allais dire que justement, c'est une bonne idée parce que dans cette portion de clavardage, justement, vous allez retrouver beaucoup d'informations qui seront utiles probablement et vous pourrez y revenir plus tard au besoin. Ouais. Alors, finalement, la pandémie actuelle, honnêtement, ça a changé l'éducation, pas juste pendant le temps de la pandémie. Moi, je pense que ça va être pour toujours. Puis l'éducation numérique, c'est pas une panacée, c'est pas quelque chose qu'on va faire toujours, tout le temps, mais ça va transformer la façon d'enseigner et d'apprendre. Alors l'émission d'aujourd'hui, avec les panélistes qu'on a, c'est d'un grand intérêt pour nous tous. Absolument. On va se retrouver en toute fin d'émission. Merci beaucoup, Denise. Ciao. Merci, à tantôt. Et puis, je souhaite maintenant la bienvenue à Daniel Giroux, qui sera mon co-animateur aujourd'hui. Bonjour, Daniel. Ça va bien, Daniel, qui est président du Collège Boréal, qui se joint en direct de Sudbury à nous aujourd'hui. Daniel, en tant que directeur général de cette institution qui dessert 26 collectivités à la grandeur de l'Ontario, 7 campus, 38 centres d'accès, j'imagine que la pandémie, ça a été tout un tour de force à gérer, là. Changer nos modes de livraison et à l'intérieur d'une semaine, de suspendre la formation pour les programmes postsecondaires, programmes réguliers. Mais pas seulement ça, mais nous avons aussi des contrats avec l'IRCC, donc le fédéral, pour la formation langagière pour les nouveaux arrivants, les immigrants, etc. Donc, dans une semaine, de tout modifier la livraison, c'était vraiment incroyable. Et de travailler avec 26 différents bureaux de santé publique, c'était vraiment pas évident. On a des problèmes avec votre image, on va essayer d'y revenir, mais on vous entend très bien, Daniel. Il y a quand même eu, on ne pourrait pas nommer tous les défis auxquels vous avez été confrontés, mais j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui sortent du lot, là. Absolument. Nous sommes un collège appliqué, donc plusieurs de nos programmes et services ils ont des stages obligatoires, il y a des laboratoires, que ce soit le domaine de santé, les métiers, donc de comment convertir et faire l'analyse de ces programmes-là. Et donc, les équipes programmes ont fait un travail incroyable à l'intérieur d'une semaine de faire l'analyse des résultats d'apprentissage, de qu'est-ce qui peut être livré en mode alternatif et prendre des décisions difficiles de certains programmes où c'est absolument nécessaire d'avoir un stage obligatoire pour des associations professionnelles, comme dans le domaine de la santé ou les métiers, de repousser ces livraisons-là en face à face au mois d'août et septembre. Donc, c'est un apprentissage vraiment incroyable et on est très, très chanceux. Nous avons ce qu'on appelle le CLIP, un centre de leadership innovation pédagogique, où on a 12 membres permanents qui appuient des experts de contenu, les professeurs, le personnel scolaire pour modifier, innover et adapter leur mode de livraison. Daniel, si vous voulez, je vais vous demander de sortir de la salle de rencontre et d'y revenir. Ça va nous permettre peut-être de réajuster l'image. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour vous présenter les panélistes, que Daniel aurait dû vous présenter. Et je le fais tout de suite avec énormément de plaisir, si vous me permettez, Daniel. Donc, vous fermez puis vous revenez, d'accord? Si vous m'entendez toujours.
Oui. Je vous présente d'abord Patrick Charland, co-titulaire de la chaire UNESCO et de développement curriculaire et professeur titulaire au département de didactique de l'UQAM. Vous le voyez à l'écran. Monsieur Jacques Goul, directeur développement et animation de Cadre 31, et Madame Nadia Nafi, de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, Banque nationale, et vous êtes aussi assistant professeur. À tour de rôle, je vais commencer par vous, Nadia, si vous me permettez, pour être poli. Les femmes d'abord. Dites-moi, comment est-ce que cette pandémie vous touche de façon directement dans votre quotidien? Pour ce panel qui va être super pertinent. On sait tous que comme communauté éducative, on est tous en train de confronter un défi universel. On est en train de réfléchir comment assurer un enseignement équitable et de qualité à nos étudiants, mais aussi une évaluation qui est efficace de leurs apprentissages avec différentes modalités, que ça soit flexible, hybride ou totalement à distance. Donc, on a pas juste ce défi en face de nous, mais aussi on est en train de réfléchir à la post-Covid, donc à tous les changements qui vont demeurer après la Covid. En même temps, on doit se rappeler que oui, la Covid, c'est un catalyseur qui est super important, mais cette transformation-là a été vraiment très attendue, même avant la Covid. On est en train de passer à travers une transformation numérique dans tous les secteurs, et on sait très bien que dans notre métier, en éducation, il faut absolument s'assurer qu'on est en train de créer puis d'assurer un apprentissage qui va répondre aux défis et puis répondre aux attentes d'un marché de travail à l'ère du numérique et puis à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, oui, la COVID a accéléré les choses, mais c'était vraiment une perturbation qui est très attendue quand on parle de cette transformation en éducation et puis passer au numérique. L'autre chose qui est hyper importante et puis qui est vraiment au centre de nos réflexions, c'est quand on réfléchit aux étudiants vulnérables. Donc, il y avait des étudiants qui étaient vulnérables avant la pandémie ou bien désavantagés. Et puis, avec la pandémie, ça a vraiment exagéré tout ceci et puis ça a mis à relief leur vulnérabilité. Si on pense aux personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit physique ou bien d'apprentissage ou bien des personnes qui sont peut-être qui n'ont pas accès comme ça a été discuté avant à la technologie ou bien ils n'ont pas les compétences pour pouvoir apprendre ou collaborer en ligne, mais aussi on pense à tous nos étudiants par exemple étrangers, internationaux qui durant la COVID se sont trouvés dans des résidences ou bien ils étaient peut-être éjectés des résidences, ils n'avaient pas une possibilité de retourner chez eux, ils n'avaient plus un moyen de travailler, par exemple. Donc, ils s'étaient rendus dans une situation qui était très vulnérable. Et puis aussi, on a eu des étudiants qui ont été victimes de racisme. Si on pense à nos étudiants chinois qui ont vécu vraiment de l'exclusion au début parce qu'à cause de toute la désinformation et puis la propagande en ligne concernant le virus. Donc, il y a eu tout ce travail avec les étudiants pour assurer que ces étudiants-là ne sont pas en train de vivre encore plus la transformation d'une façon encore plus dure. La dernière chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est toute la question de l'épuisement professionnel. Donc, on pense au bien-être, que ça soit le personnel, les professeurs, le corps professoral, les étudiants, et puis à leur épuisement. Donc, ils sont épuisés. On sait qu'on arrive maintenant à la fin du semestre d'automne. On prépare le semestre de l'hiver, mais on est en train de réfléchir à comment assurer cette expérience où on est en train donc une expérience équitable, et puis on assure qu'on n'est pas en train d'ajouter au stress qui est vécu par tout le monde. Si vous voulez, je vois que Daniel est de retour. Alors, Daniel, le premier bloc est fait. Je vous laisse poursuivre. Je sais qu'un des grands éléments, c'est d'assurer la question de qualité et d'innovation dans les programmes, et non seulement les programmes, mais les cours. Donc, quand on parle d'une livraison en ligne à distance, en mode électronique, mode alternatif, d'après vous, ça prend quoi? Donc, peut-être commencer encore une fois avec Nadia. Donc, un des challenges qu'on est en train de voir en ligne, c'est d'assurer que les étudiants ne sont pas en isolation. Et puis, c'est autre que la qualité de l'apprentissage et puis de l'expérience qu'on est en train de créer, c'est d'assurer que ces étudiants-là qui n'ont pas vécu peut-être des expériences en apprentissage en ligne avant et puis ils sont en train de vivre une crise, qu'ils soient pas isolés, qu'on essaie de trouver de façon à ce qu'ils sentent qu'ils font partie d'une communauté, qu'ils ont
notre support, qu'ils ont les supports de l'un et des autres. Donc ça, c'est un des enjeux très au cœur de nos réflexions présentement. Excellent. Et pour toi, Jacques? Plaisir de donner mon point de vue sur ces questions qui sont importantes parce qu'on a tous été projetés dans un point de rupture. Je me souviens qu'en 2013 ou 2014, il y avait ce rassemblement ici, je pense que c'était à Calgary, et c'était sur la thématique, c'est quels sont les obstacles au changement en éducation. Et à un moment donné, le conseil de la classe, il me semble que ça nous prendrait un gros point de rupture. Et bien, on l'a eu. Et puis, ce qu'on a vu aussi, puis je tiens à souligner ce que j'observe au niveau du réseau collégial, postsecondaire, beaucoup d'agilité pour que rapidement on puisse mettre de l'avant des dispositifs. Donc, on lit des fois une formation à distance, solution d'urgence. Et bravo, et c'est important. Par contre, on doit aussi se rappeler que cette réponse-là va peut-être beaucoup nous servir dans l'après-COVID pour voir, bon, ben, dans le design des solutions, puis j'ai hâte de voir les résultats du sondage, je doute fort qu'on revienne à ce qu'on faisait complètement avant, mais c'est de voir de quelle façon on va pouvoir faire un bon design pédagogique de l'expérience d'enseignement et d'apprentissage. Parce que, vous savez, fondamentalement, dans un contexte numérique où il y a de l'enseignement et de l'apprentissage, il y a un terme que je retiens constamment depuis les 20 dernières années que j'observe cette formation à distance-là, c'est la notion d'amplificateur. En ligne, tout est amplifié. Ça amplifie ce qui se fait bien, ça amplifie la passion de l'enseignant, qu'il soit peu ou très à l'aise avec les technologies, ça amplifie le besoin du relationnel, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Donc, je pense qu'on va pouvoir bien observer justement ce qui s'est passé, les réussites et les défis, et d'apprendre de ceci pour se projeter dans la suite. Et je terminerai en disant que ce qui va aussi beaucoup aider tous les enseignants et ceux qui dispensent une éducation, c'est de prendre la peine de mettre à jour ou de réfléchir sur ce que j'appelle, moi, le référentiel pédagogique dominant. On a toujours eu une conception d'enseigner, c'est de transmettre un savoir. Ça a toujours une place, justement, de transmettre ces savoirs-là, mais il y a de nouvelles postures qui deviennent nécessaires. Parce qu'en même temps qu'on veut développer des connaissances, des savoir-faire, Daniel parlait au niveau des programmes appliqués et tout ça, bien, il y a aussi l'importance de compétences globales, qu'on parle d'agilité, qu'on parle du côté éthique, qu'on parle de communication, toutes les C, et ce qui commence par la lettre C, qu'on a longtemps eu dans nos documents officiels, mais que là, maintenant, je pense qu'on vit et on est témoin de la place que ça doit occuper, mais c'est pas en se substituant à des savoirs et des savoir-faire. Donc, c'est des beaux défis qui nous attendent. Excellent. Et pour toi, Patrick? En fait, je pense que Nadia a résumé un certain nombre d'idées qui étaient fort intéressantes, de même que Jacques. Si je fais référence là, à un article publié par Edutopia, je crois, vers la fin de la pandémie, on mettait de l'avant un certain nombre de conditions qui étaient essentielles à de l'enseignement à distance de qualité. Nadia a abordé là, la question du bien-être de l'apprenant et du formateur qui est essentiel. Pour être moi-même chercheur en neurosciences de l'éducation, je m'intéresse au concept d'engagement et l'engagement dans un cadre d'enseignement à distance est de mon point de vue fondamental pour avoir été moi-même plongé très rapidement comme formateur de mes futurs enseignants de sciences et technologies et avoir dû à les engager. J'ai rapidement senti que cet engagement-là était certes, je dirais, favorisé par des variétés de contenus, par de la réflexion didactique, mais qu'il était essentiel de mettre en place différentes modalités de collaboration entre les étudiants pendant les cours et à l'extérieur des cours. Sinon, on se trouvait à perdre un peu le sens, je dirais, des enseignements et des apprentissages qu'on voulait mettre en place. J'ai senti donc que l'engagement est fort intéressant, mais qu'on doit, et que cette collaboration-là doit être planifiée.
Un autre défi, je pense, qui est important, c'est toute la question du feedback ou de la rétroaction. Pour les étudiants, d'être en présentiel et d'avoir un regard du prof qui acquiesce ou pas, ça peut paraître simple, mais d'être devant 30 futurs enseignants dont la moitié ont les caméras fermées, le simple feedback devient un peu plus complexe. Il y a des environnements numériques d'apprentissage qui ont été développés et conçus pour simplifier cette tâche-là de rétroaction, mais je pense que dans ces enjeux de qualité-là que tu évoques, il y a vraiment une réflexion à avoir sur s'assurer de bien suivre les étudiants, de bien comprendre où ils en sont et d'avoir un regard et des interventions bien ciblées pour ceux qui sont peut-être en difficulté ou des tâches différenciées pour ceux qui ont pris de l'avance et qui sont, je dirais, en besoin d'être engagés davantage. Donc, je pense que ça fait partie là, des enjeux associés à cette qualité-là. Merci, Patrick. Puis je pense que c'est un très bon point. Tu parles de l'engagement. Puis je pense qu'il y a deux volets. Comment est-ce que tu engages un membre du personnel scolaire qui a toujours enseigné en présentiel ou en face-à-face et pour la première fois est obligé d'enseigner à une différente mode de livraison? Et pour ceci, avec une clientèle, un groupe d'étudiants qui est très diversifié. Et on sait que ça peut varier de l'âge de 16 ans jusqu'à 65 ans. Des jeunes ou et moins jeunes qui viennent de petites communautés autochtones, des étudiants internationaux, des nouveaux arrivants, des immigrants. Comment est-ce qu'on engage ce personnel-là qui n'a jamais enseigné dans un autre mode de livraison? Puis je pourrais peut-être poser la question à Nadia pour commencer. Oui, c'est une excellente question. Je crois que c'est pour cela, là, quand je parlais avant que la perturbation était attendue avant, mais ça se passait pas, et puis la COVID est venue et puis elle a accéléré les choses, parce qu'elle a forcé le personnel et puis le corps enseignant d'essayer, d'explorer, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc déjà là, on était pris par une situation où ils devaient explorer, parce qu'on était dans une situation où il n'y avait pas autre moyen de le faire. Mais ce qui était super intéressant, c'est que après avoir exploré, ils ont découvert que l'impossible est devenu possible. Donc tout ce qu'ils ont passé avant que c'était vraiment loin de leur expérience, c'était loin que ça peut être fait partie de leur approche pédagogique, qui est devenu maintenant quelque chose qui est super intéressant. Et puis quand on rencontre les collègues, on se discute des pratiques qu'ils vont garder après la crise, parce qu'ils ont essayer, puis explorer, puis expérimenter avec ces différentes technologies. Je crois que c'était la peur au début, ou bien vraiment ne pas sortir de leur zone de confort, et puis s'assurer que ça fait plusieurs années qu'ils enseignaient de cette façon-là, et puis ça marchait. Donc, ils n'avaient pas l'opportunité, la chance, le temps, etc., d'explorer ces nouvelles approches. Donc, je crois que ça, c'est... J'aimerais ajouter à cet égard-là que pour ces enseignants-là, c'est important qu'on puisse reconnaître justement une certaine anxiété numérique et de favoriser, de mettre en place ce qu'il faut pour une bienveillance numérique dans l'accompagnement, dans l'identification des besoins, soit de ressources ou même de formation. Parce qu'un enseignant, c'est aussi un apprenant. Et puis, je pense que déjà, on voit une panoplie vraiment intéressante de ressources ou même d'occasions de formation qui permettent d'accompagner. Les rôles des conseillers pédagogiques dans les établissements aussi sont très mobilisés depuis quelques mois pour accompagner des enseignants pour qui ça peut apparaître comme le mont Everest à franchir. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est à chacun son mont Everest, et ça peut être, si c'est s'approprier d'un outil qui va faciliter aller chercher du feedback ou donner un feedback plus immédiat par rapport à un travail, eh bien, déjà là, c'est beaucoup. Donc, au travers de tout ça, le conseil aussi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que pour chacun, on a peut-être à identifier qu'est-ce qu'on veut amplifier dans notre travail, qu'on veut modifier, qu'est-ce qu'on voudrait, par contre aussi, peut-être lâcher prise. Il y a peut-être certains lâcher prise à faire sur des choses que l'on faisait en présentiel. Mais faisons attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans la formation et dans l'accompagnement de ces gens-là, très important d'inviter les gens à faire mieux ce qu'ils font bien. Je vous ai parlé tantôt de l'effet amplificateur
dans un mode hybride ou mix ou complètement en ligne, eh bien, il va falloir en tenir compte. Donc, oui, ça change les postures, ça change nos rôles, ça ne change en rien l'importance d'être très solide dans les savoirs disciplinaires qu'on est appelé à enseigner, à transmettre et à accompagner. C'est peut-être justement de trouver d'autres designs, d'autres façons de pouvoir faire vivre une expérience engageante de la part des jeunes et aussi l'éléphant qu'il y a dans la pièce au niveau de l'évaluation de ces apprentissages-là. Le défi est énorme de ce côté-là aussi. Excellent. Et Patrick, avais-tu quelque chose à ajouter? Essentiellement, pour ajouter, je pense que j'ai observé là, chez mes collègues à l'université, à l'UQAM, au départ, un certain nombre d'enjeux qui étaient très techniques. Dites-moi comment faire, comment je me connecte, comment j'enseigne et comment je partage ma caméra, les enjeux de séparation des équipes, etc., dans les différentes plateformes. Donc, mais au-delà de cet enjeu technique-là, je pense qu'il y a eu des initiatives très, très intéressantes qui dépassaient le forum électronique où on donne des ressources, mais dans différents départements, il y a eu des équipes, des rencontres collaboratives où finalement ces équipes-là se rencontrent pour partager leurs défis pédagogiques avec des questions de fond qui dépassent la technique et qui permettent, je pense, à l'intérieur de la richesse des discussions, d'engager les profs pour la qualité de leurs cours et de voir et de s'assurer, je dirais, que cette communauté-là qui est en démarrage permette, je dirais, globalement d'intégrer un peu tout le monde. Je pense que ces communautés-là ont eu un rôle social fort intéressant qui a permis d'impliquer des profs qui soudainement étaient tous dans leur sous-sol et qui, au final, avaient besoin de discuter des enjeux, des défis et des bons coups qu'ils ont pu avoir, je dirais, à l'automne dernier ou à la session d'été au printemps 2020. Excellent. Ouais. Oui, si je peux ajouter, parce que ce qui a été partagé est vraiment super pertinent, que ça soit la communauté ou bien tout le changement, c'est ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que autre que les communautés entre les membres des facultés et puis entre les facultés, on sent de plus en plus la présence des étudiants. Donc, on entend plus leur voix et puis on les cherche. Non seulement que on veut les entendre, mais on veut vraiment, on part et puis on les rencontre et puis on écoute qu'est-ce qu'ils leur vécu et puis comment ils prévoient. Donc, c'est pas juste l'évaluation des cours, mais vraiment ils sont avec nous dans la transformation et puis dans la conception des cours. Et puis l'autre chose qui était super intéressante dans les discussions que j'ai eues avec les collègues et puis d'autres universités et puis d'autres aussi bureaux de centres d'enseignement, c'est toute la réflexion sur l'espace physique, l'espace numérique. Là, présentement, comment on peut alterner ces différents espaces, alterner ces différentes modalités. Donc, comment on peut jouer avec ceci, le campus, le rôle de campus. Donc, le campus, est-ce que c'est le rôle, c'est pas comme c'était avant la pandémie ou là, maintenant, on va l'explorer d'une certaine façon qui est différente maintenant qu'on a découvert toutes les possibilités avec le numérique. Donc, toutes ces réflexions-là, je crois aussi, ça porte les professeurs à être créatifs et bien à réfléchir d'une autre façon qu'avant. Ça, c'est un bon point, Nadia. Puis tu apportes un autre élément, c'est la réussite scolaire. Donc, la réussite des étudiants et étudiantes, notre raison d'être. Et on sait que tous les services d'appui à l'apprentissage, le counseling, tutorat, c'est pas toujours évident à distance. Et le personnel scolaire devient, et tu l'as bien dit, joue un plus grand rôle dans la réussite scolaire. D'après vous, l'importance de les services d'appui à l'apprentissage, counseling, dans un mode à distance. Y a-t-il des meilleures pratiques? Y a-t-il des recommandations de ce côté-là? Oui, donc j'ai eu la chance de travailler avec mon groupe de recherche avec plusieurs, 19 bureaux de soutien à l'enseignement, ici au Canada, en France, en Angleterre, au Liban et puis aux États-Unis, pour vraiment comprendre comment ils sont en train d'accompagner le corps professoral et les étudiants durant cette transition-là. Et puis, ils sont en train de faire face à beaucoup de défis, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que la collaboration entre eux, ce que Jacques parlait avant, entre les professeurs et les concepteurs pédagogiques, qui est devenue de plus en plus étroite. Les professeurs ont vu la valeur de ces services-là. Les étudiants, maintenant, les cherchent et puis vraiment
pose des questions et puis ils sont là pour répondre aux différentes questions. Ils sont en train de réfléchir à comment mieux accompagner les professeurs dans la transformation. Et puis les professeurs, le corps professoral, il a comme développé une confiance et puis ils ont senti que durant la crise, ils étaient là pour eux. Ils travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours la semaine. Ils étaient toujours là pour répondre à leurs besoins. Les étudiants, pareil. Donc, il y a eu cette collaboration avec ces équipes-là qui, elle va pas partir après. Excellent. Merci, Nadia. Et Patrick? Ben, je pense qu'on abordait un peu tantôt les questions de bien-être. Hein. Je pense que ces counselors-là, d'apporter une écoute, du soutien aux étudiants qui se questionnent, souvent qui sont coincés dans des situations personnelles très variées. Ces gens-là jouent un rôle, à mon sens, immense, qui, à l'époque, répondait à un besoin qui était beaucoup plus petit. Et dans un certain nombre d'institutions, je pense que ces équipes-là ont été démultipliées parce qu'ils ne suffisaient plus à la tâche. Et ça montre là qu'il y a un besoin et que leur rôle est à mon sens, essentiel à travers là, ce qui se passe maintenant. Et ce sera intéressant de voir l'évolution de ces différentes équipes dans le temps. Excellent. Oui, j'aimerais ajouter à cet effet-là, parce que ce qu'on fait, nous, au CAP 21, c'est accompagner les enseignants dans leur développement professionnel, dans leur formation. Et les deux valeurs de base, c'est la valorisation de ce qu'ils font et la reconnaissance. Et dans notre modèle de formation, et qu'on peut facilement transposer par rapport à une salle de classe pour l'étudiant, la notion de rétroaction joue un rôle absolument essentielle et clé. Et elle est souvent un peu en filigrane dans les différentes actions que l'on voit. Et finalement, la rétroaction, elle est d'ordre humain. Et je l'ai même qualifiée de USB, pas comme la prise d'ordinateur qu'on a, mais une rétroaction qui soit utile, qui soit spécifique par rapport au sujet, mais aussi cette notion de bienveillance, j'y reviens encore. Et à ce moment-là, un encouragement à vouloir continuer. Donc, c'est beaucoup dans ces interactions, ces relations directes et souvent spontanées. Et puis en ligne, bon, ben, c'est même un courriel fera aussi bien l'affaire. Donc, cette notion-là de valoriser la personne qui s'entreprend dans quelque chose et ensuite la reconnaissance. Donc, on a vu de nombreux enseignants avoir un peu plus de temps au printemps dernier à s'engager dans différentes formations qui étaient surtout d'ordre technique, c'était tout à fait comprenable, et que d'avoir cette petite tape dans l'épaule-là, ce soutien-là, mais ça leur a permis ensuite de gravir un peu la prochaine étape et de sortir de leur zone de confort. C'est que tous nos beaux principes éducatifs qu'on a connus, que ce soit Vygotsky ou ces choses-là, s'appliquent drôlement bien dans le contexte que l'on vit, que ce soit pour l'encadrement des étudiants ou encore l'accompagnement des enseignants. Excellent. Puis je pense que quand on parle d'engagement des enseignants, un des grands défis, c'est la question de gestion d'une salle de classe à distance. Et on ajoute la complexité de la qualité de l'accès ou du réseau qui peut différencier d'une communauté à l'autre. Parce qu'un étudiant parfois ne peut pas mettre sa caméra à cause du manque de la qualité du réseau. Gestion de salle de classe pour un personnel scolaire, meilleure pratique, c'est quoi? Vas-y, Jacques. Ben, je fais écho à ce que Mme Amiotte disait au tout début, avec les exemples des choses, des dispositifs qui ont été mis en place. Je trouve ça très ingénieux, très astucieux aussi, que ce soit service d'Internet au volant ou des choses comme ça. Et c'est une démonstration de beaucoup de créativité et c'est très contextualisé. Je pense qu'il n'y aura pas de solution one size fits all, comme ils disent en anglais, et que chaque milieu va pouvoir justement mettre de l'avant des solutions pour adresser les enjeux d'équité d'accès qui, même en 2020, là, ce sont des réalités dans certaines communautés. Et je suis toujours impressionné à voir justement les exemples souvent très simple, pragmatique et qui tient compte de la réalité locale des choses. Donc, d'entendre ces exemples-là, je pense que tout le monde peut en bénéficier.
De là, justement, le partage, de là d'avoir nos antennes bien déployées pour pouvoir s'inspirer de démarches qui se font à différents endroits pour ensuite pouvoir les personnaliser dans son milieu comme tel. Ouais. Peut-être si je peux ajouter ou compléter, je pense que dès qu'on pense à des enjeux de connectivité, il y a des deuils à faire au niveau, je dirais, de l'aspect d'être en direct avec toute une classe. Pour beaucoup de collègues au début de la pandémie, je pense que le premier réflexe des gens a été d'organiser le même cours qu'avant, en direct sur Zoom ou sur une plateforme et avoir une espèce de modèle de reproduction. À la seconde où les enjeux de connectivité se présentent, on doit réfléchir un peu différemment et penser à l'enseignement et l'apprentissage en différé. Et je pense que, sans être une bonne pratique, je pense que c'est d'engager le corps professoral et les différents enseignants dans cette réflexion-là du différé fait en sorte que, finalement, on tend à favoriser, je dirais, la qualité, mais aussi simplement l'accès de vers où on peut amener toute une classe qui peut éprouver différents enjeux de connexion. Dans un rapport récent là, de l'UNICEF, on montre qu'effectivement, les enjeux de connexion sont immensément grand un peu partout dans le monde, mais que dans les pays au nord, on a quand même entre 5 et 8% d'étudiants qui ont pas d'accès simple à Internet et ça, c'est un enjeu qui représente des dizaines de milliers d'étudiants à travers le Canada et que les pratiques pédagogiques qui vont être mises en place par les enseignants vont finalement impacter. Oui, si je peux ajouter, la connectivité, c'est au centre de nos réflexions, mais aussi il faut se rappeler que les étudiants, on parle beaucoup de la fatigue de Zoom, on parle de la fatigue des étudiants, donc on peut, autre que la question de connectivité, on peut pas transférer nos cours exactement, les cours de 3 heures, et puis mettre nos étudiants face à un débit parce que là, j'ai vu des cours où c'est vraiment des 3 heures où les étudiants étaient là juste à écouter, et puis ça, c'est pas possible. C'est impossible. Les étudiants ne sont pas engagés du tout. Ils sont vraiment comme, ils voient pas la valeur dans ceci. Donc, réfléchir à même les périodes. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir 3 heures? Quelles sont les différentes activités qu'on peut faire? Il y a des étudiants aussi qui n'aiment pas mettre leur caméra on pour des raisons personnelles. Donc, on peut pas les obliger. Donc, comment on peut s'assurer qu'on est flexible dans la création de nos activités, d'assurer qu'il y a toutes les séances qu'on fait en synchrone, par exemple, que ça soit enregistré pour les personnes qui vont suivre les cours après en asynchrone. Donc, cette flexibilité entre l'asynchrone, le synchrone, les personnes qui vont participer, d'autres non, les groupes. Donc, et puis, non pas faire vraiment des prestations où on est en train encore comme Jacques le disait avant, faire la transmission de l'apprentissage, c'est pas ça, et surtout en ligne, c'est vraiment impossible, et puis c'est super fatigant pour les étudiants. Vas-y, Jacques. Ben, vous savez qu'il y a un modèle qu'on appelle le modèle SAMR, substitution, augmentation, modification et redéfinition des tâches d'enseignement et d'apprentissage. Et c'est le défi, justement, de ne pas tomber dans une substitution directe de ce qu'on faisait. Ça revient à dire que je pense que ce qu'on vit ici, puis ce qui va se projeter au-delà de la pandémie, c'est une belle occasion de fixer des balises. Pas de réglementer ou de définir, mais d'avoir des balises. Parce que vous savez que les balises, c'est un terme de navigation sur un plan d'eau, des repères dans lesquels on peut circuler. Fait que ça va permettre justement de modifier des tâches, de modifier l'organisation du temps, de modifier plein de choses qu'on a peut-être le réflexe de vouloir adresser d'une manière comme on l'a toujours fait, mais là, qui serait peut-être maintenant une occasion de, tout en voyant vers où on va aller, ben, de s'y prendre autrement. Et que les tâches soient à ce moment-là peut-être encore plus engageantes, qui auraient, pour ceux qui ont dans le côté manuel et pratique, des occasions de pouvoir vivre quelque chose comme ça, mais d'utiliser les bons leviers numériques pour pouvoir ensuite faire part ou de raconter son histoire ou de partager. Donc, ça va demander beaucoup de créativité pédagogique pour justement développer ces dispositifs-là. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver au début 2022? Non, on sait que ça va être un chantier en continu.
ça serait important de monitorer les changements et, comme je disais tantôt, d'amplifier ce qui va bien, de changer des choses ou peut-être même aussi de lâcher prise certaines choses et de façonner au fur et à mesure selon ces balises qu'on voudra se donner ensemble. Excellent point. On sait que les collèges et cégep jouent un rôle beaucoup plus grand que seulement l'éducation. On joue un rôle absolument clé dans le développement économique. Et dans la formation à distance, mode différé, alternatif, il y a tout l'engagement et la reconnaissance des employeurs et des ordres professionnels de la qualité de la formation en ligne versus le présentiel. D'après vous, qu'est-ce que les collèges de cégep peuvent faire pour améliorer cette reconnaissance-là de qualité vis-à-vis les employeurs et les associations professionnelles? Nadia? Oui, donc quand on y pense, comme j'ai dit au début, notre expérience d'apprentissage, les objectifs qu'on se met dans nos cours doivent être vraiment centrés vers les attentes dans le milieu de travail. Donc, je crois qu'une collaboration entre les milieux de travail et puis les collèges, les milieux de travail et puis toute le design pédagogique et puis les objectifs de nos cours, c'est super essentiel. Donc, cette collaboration-là, cet échange, on n'est pas en isolation, on est en train de préparer nos étudiants pour ce futur-là. On n'est pas en train de les préparer pour qu'ils puissent réussir juste nos cours et puis avoir leur diplôme ou bien réussir dans l'institution éducative, mais c'est vraiment le transfert de l'apprentissage qu'on veut assurer. Et puis, pour avoir ce transfert de l'apprentissage dans le milieu de travail, on va commencer par le milieu de travail et puis voir qu'est-ce qu'on les attend. Là, avec toute la transformation numérique, on sait que dans plein de secteurs, il y a les jobs sont en train, et puis les attentes sont en train de varier, de se modifier, de transformer. Et puis, on ne sait pas très bien comment différents secteurs vont devenir et puis quels sont les différents job descriptions qu'on va avoir. Mais cette communication avec ces milieux de travail, je pense, va diriger nos préparations et puis ce qu'on fait avec nos étudiants. Je pense qu'il faudra rassurer peut-être, si c'est le cas, hein, si besoin, les associations professionnelles et les milieux du travail pour insister sur le fait que, bien qu'il y ait eu pandémie, des cohortes d'étudiants ont atteint les mêmes seuils, les mêmes compétences, ils ont eu accès à des laboratoires, à des ateliers, et qu'au final, ces gens-là qui vont être diplômés n'auront pas souffert, entre guillemets, d'une qualité de leur formation. Je pense qu'il faudra insister et faire ces démonstrations-là si des questions se posent, et ces questions-là pourraient être légitimes. L'accès à certaines salles de classe ou à certains ateliers a peut-être été plus difficile et il y aura peut-être une confiance à gagner avec le secteur des marchés du travail ou avec les associations professionnelles de manière à finalement nous assurer de bien présenter les étudiants, les futurs travailleurs comme étant tout aussi compétents, sinon davantage. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression que les modalités de travaux à distance avec les enjeux de tricherie ont forcé des fois des travaux, des tâches plus complexes qui étaient demandées aux étudiants dans certains milieux et que ces tâches complexes-là sont de nature à potentiellement livrer des futurs travailleurs avec des capacités de résolution de problèmes complexes qui sont potentiellement plus grandes. Et ça, ce sera intéressant de mesurer les impacts peut-être positifs de cette pandémie. Je parlais un peu plus tôt de l'éléphant dans la pièce au niveau d'évaluation. Puis, bien souvent, avec un peu à la blague, je dis, si on commençait dans les tâches évaluatives à poser des questions non googlables, déjà, ce serait un début. Mais dans tout ceci, je pense que ce qu'on vise, c'est justement le développement et le renforcement de compétences professionnelles selon les différents programmes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a maintenant moyen, avec certains outils, de pouvoir annexer à la reconnaissance qu'on reçoit une démonstration de ces compétences-là. Donc, lorsqu'on invite justement à l'apprenant à, en guillemets, raconter son histoire ou faire part de ce qu'il a fait avec ce qu'il sait, et qu'on est capable d'encapsuler tout ceci et d'associer ça à une forme de micro-certification ou de badge ou autre chose, et bien là, ça devient intéressant parce que, oui, tu as l'organisme, l'institution qui octroie,
tu as l'apprenant qui est le récipiendaire, mais ensuite tu as le troisième élément qui est l'observateur. L'observateur, c'est qui? C'est les RH, c'est les communautés, c'est l'industrie, tout ça. Et on va voir justement je pense qu'on a une occasion ici de voir des gens se pointer sur le marché du travail avec un baluchon professionnel rempli de plusieurs éléments qui ont une valeur, que ça soit autant un diplôme formel comme on a toujours eu, qu'on aura toujours, qu'avec d'autres formes de reconnaissance qui viennent donner un portrait plus clair sur le profil de compétences de cette personne-là. Donc, l'occasion est vraiment intéressante. Si vous me permettez, Daniel, Patrick, Jacques et Nadia, j'aimerais ça vous faire entendre les étudiants qu'on n'a pas encore entendus. J'ai rencontré deux jeunes, un qui étudie au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, pardon, il s'appelle Déric Bourgeois. Il étudie en comptabilité présentement. Et puis, j'ai voulu savoir, dans le fond, comment est-ce que ça se passait de son côté, cette éducation à distance, ces cours à distance. On l'écoute. Mon expérience a surtout des défis cette année, surtout en virtuel. On passe beaucoup d'heures en avant un écran, on a moins d'interactions interpersonnelles avec les autres. Puis comme aussi, un peu, des fois, ça peut être un petit peu difficile à poser des questions aux enseignants à propos de faire assurer qu'on maîtrise bien les notions puis la matière. Mais ça, c'est comme trois gros défis que moi je vis présentement. Aussi, je peux mettre dans ma bulle. Si quand il y a des périodes de travail, je peux vraiment éliminer tous les sons, comme il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction de mes autres collègues lorsque je travaille. Ça, c'est un avantage que moi j'aime de ce bord-là, que je peux faire mes travaux, puis mais c'est ça. Ça que j'aime vraiment pas puis que je manque, c'est vraiment l'interaction entre les connexions interpersonnelles entre mes collègues puis mes enseignants afin que je puisse de poser des questions ou même faire des projets de groupe, ça peut venir un peu difficile, mais on est choyé d'avoir des plateformes comme ceci, Zoom, Microsoft Teams, afin de se connecter puis faire des projets de groupe ou des devoirs ensemble. OK. Donc, comme apprenant, ça serait correct qu'il y ait encore des cours à distance? Oui, moi, je serais correct avec ça. Je veux dire, le collège a toutes les plateformes, puis il a fait un avancement technologiquement, c'est sûr, depuis le mars dernier. Il y a eu un avancement, puis ils peuvent prendre les commentaires puis les rétroactions des étudiants et du personnel même de cette année pour appliquer les nouveaux changements pour la rentrée 2021. Merci, Déric. Merci beaucoup. Je ne vous cache pas que Déric est très impliqué dans sa communauté, secrétaire, travaille avec ses collègues étudiants, mais il disait qu'il y avait quand même un certain charme lorsqu'il se ramassait en pyjama en train de suivre un cours de mathématiques, par exemple. J'ai aussi rencontré Raphaël Dumas, qui étudie en technique de génie mécanique au Cégep de Limoilou. Je vous invite à l'entendre, c'est une réflexion qui va nous amener quelque part, je pense. On l'écoute. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Tu as donc terminé l'école secondaire de façon un peu étrange et puis tu as commencé le cégep de façon un peu étrange. Comment ça se passe? Effectivement. Mon secondaire 5 s'est fini un peu de façon, disons, qui n'est pas normale. Ouais. Et l'entrée au cégep a été un petit peu, elle aussi, étrange. En fait, tout 2020 est vraiment bizarre. On peut dire ça. Mais ma première année de cégep, justement, en le faisant hybride, c'est certainement un choc. Je pense que le mode hybride permet quand même de garder un peu le contact avec la vie au collège, mais tout en apprenant à la maison de façon sécuritaire. Fait que je pense que c'est un beau mix. Et il y a beaucoup d'étudiants qui vont rester silencieux pendant les conférences vidéo. Je pense que ça, c'est une erreur parce que ça l'empêche d'avoir une participation active. C'est ça qui fait que on va au cégep à la base pour entretenir des discussions avec le professeur, avec les autres élèves. Okay. Et si ça reste silencieux, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui manque une bonne portion de l'apprentissage et malheureusement, les professeurs en souffrent aussi. Donc je comprends que toi, tu t'impliques dans le cours. J'essaie au maximum parce que je peux pas nécessairement être le seul à parler non plus des fois. Mais j'essaie vraiment de poser des questions, de répondre aux questions surtout. Participer pour rester éveillé parce que c'est pas facile devant un écran pendant 3 heures d'affilée.
Mais si on se sert les coudes puis on essaie de rendre ça intéressant, c'est là qu'on avance pour de vrai dans la direction qui a l'air d'être celle qu'on va prendre pour 2021 aussi. Mais pendant ce temps-là, j'essaie de rendre mon éducation le plus amusant possible. À part de ça, pour la motivation en général, je pense il faut que ça revienne à la normale. J'aimerais ça que ça revienne à la normale le plus vite possible. Merci beaucoup, Raph. Ça fait un plaisir pour moi aussi. Donc, pour Raphaël, retour à la normale, ce serait revenir comme c'était avant. Pourtant, si on regarde les résultats du sondage, Daniel, que nous avons publié en tout début d'émission, ce n'est pas une surprise. 83% des gens pensent qu'on va garder des aspects de ce que nous faisions avant avec ce que nous faisons maintenant. Est-ce qu'on peut rassurer Patrick, Jacques et Nadia, Raphaël, est-ce qu'ils vont retrouver une normalité? Si on commençait avec vous, Nadia, par exemple. Ça va devenir une meilleure version, comme Jacques disait et puis Patrick disait. Là, on est en train de passer à travers. On a commencé par une transition rapide, mais là, on est dans la phase transformation et puis de réflexion. J'ai adoré les deux témoignages, mais ce qui m'a arrêté dans le deuxième témoignage, c'est la partie du rôle de l'étudiant, de la responsabilité de l'étudiant. Donc, on est en train de réfléchir comment nous, on va créer des expériences d'apprentissage à nos étudiants, mais c'est super intéressant ce qu'il vient de dire, c'est qu'on n'est pas en train de travailler seul, on est une équipe, on est un groupe on va évaluer, on va évoluer ensemble dans cette expérience-là. Donc, cet échange-là, le rôle de l'étudiant, le rôle du prof, etc., c'est super intéressant. Je crois que là, c'est au cœur de notre réflexion, c'est comment assurer que nos étudiants vont, après cette crise-là, sortir avec quelque chose qui vont développer les compétences numériques dont Patrick et puis Jacques parlaient, qu'ils vont pouvoir développer aussi toute la question de la collaboration en ligne, tout le télétravail qui est maintenant, ça fait partie aussi dans plusieurs secteurs, donc ils vont être prêts pour ceci, et puis agir avec empathie. Donc l'empathie, je crois, c'est une des compétences qui est hyper importante et puis au centre de cette nouvelle réalité qu'on va vivre. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux témoignages et le deuxième, le Raphaël, lorsqu'il parlait de participation active. Et c'est tout à fait normal que ce soit exprimé ainsi. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au tout début au niveau du design, de l'expérience, l'enseignement, l'activité comme telle. Comme regardez, nous ici, ce qu'on fait, je veux dire, on a un témoignage, on a une vidéo, on commente, on voit les questions que malheureusement on n'aura pas le temps de répondre parce qu'il y a des questions très pertinentes dans cette conversation parallèle-là qui fait aussi partie de l'expérience. Il n'y a pas seulement ce que je suis en train de dire et ce que mes collègues disent ici qui permet aux gens ici connectés de se donner, de vivre cette expérience de formation. Et ce que Derek disait, ce que je retiens quand il disait, bon, ben ça élimine les distractions et tout ça, il y a le terme, Derek est dans son cockpit cognitif. Il s'est donné vraiment un cockpit cognitif, puis vous savez qu'il y a bien des jeunes qui l'ont ce cockpit cognitif à 2, 3, 4 ou même 5, avec une playlist Spotify qui joue en même temps, mais ils sont en train justement d'apprendre et de s'engager. Donc, et je suis certain que Derek aussi voudrait retrouver ses amis. Je pense qu'il l'a dit d'ailleurs. Donc, il y a cette notion d'équilibre-là. Donc, il y a des éléments qui sont au-delà de ceci. Qu'est-ce qu'on va vouloir justement conserver, projeter de l'avant, amplifier et de s'assurer que l'expérience de l'apprenant soit la plus riche possible et qui permettra justement de faire des apprentissages de qualité. Je retiens beaucoup cette notion-là que Patrick disait en toile de fond, en bout de piste, cette notion de qualité-là de l'expérience étudiante vécue au bout qui se traduit par une certification quelconque et bien qu'elle ait autant de valeur que qui se passe en présentiel, quoi. J'ai beaucoup apprécié aussi les entretiens. Hein. J'insistais tantôt sur cette idée de collaboration qui était la mise de l'avant, là, où j'ai vécu ça moi-même là, comme prof, où le premier cours était super, mais personne ne répondait aux questions, ce qui fait qu'au final,
on n'avait pas l'impression d'être dans un lieu riche d'interaction, ou en tout cas aussi riche qu'avant. Ce qui fait en sorte que je me suis remis en question, j'ai fait des développements, j'ai produit des capsules, j'ai réfléchi à des stratégies, à des saines compétitions, et j'ai l'impression que beaucoup des collègues et des profs qui, dans l'urgence, ont développé des choses, l'ont certainement fait dans une perspective de durabilité, de continuité. J'ai l'impression que les collègues ne vont pas soudainement tout mettre ça à la poubelle parce que l'institution ouvre en septembre prochain et que soudainement, on se trouve à revenir à il y a un an. Je pense que un certain nombre d'éléments de développement vont être utiles. Moi, personnellement, j'ai choisi avec précaution les capsules que j'ai déployées et développées et pour lesquelles j'ai pris du temps et pour lesquelles j'ai investi, je dirais, un certain nombre d'efforts de qualité. Et dans ce contexte-là, ben, nécessairement, ça va rester. Ce qui fait que nécessairement, mes pratiques pédagogiques vont avoir bougé et j'estime que ce sera probablement assez semblable pour beaucoup de collègues à travers les différents réseaux qui vont sortir riches, je dirais, de tout ça. C'est certainement la question, Daniel Giroux, que se posent tous les directeurs, tous les présidents d'institutions postsecondaires présentement. Est-ce qu'on a tous des professeurs de la qualité de Patrick Chardon? Daniel, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que les efforts qui sont déployés dans les directions des institutions postsecondaires vont dans ce sens-là d'appuyer les professeurs? Absolument. Puis je pense que c'est clair que les collèges, les cégeps, on va tous se réinventer. On est en train dans le processus de se réinventer. Et on sait que même le gouvernement fédéral, du côté de recrutement des étudiants internationaux, accepte maintenant que 50% de la formation soit faite à distance ou en ligne. Donc, on sait qu'il y a une énorme pression aussi sur la gouvernance, sur le financement des étudiants temps plein versus temps partiel, la formation en présentiel, en face-à-face versus en ligne. Donc, ça nous force en tant que directeur de, oui, se réinventer et ça nous force aussi de retourner à la base. C'est notre raison d'être, c'est les étudiants et étudiantes. Et la question qui est absolument critique, c'est la flexibilité. Et on l'entend depuis de nombreuses années. Et là, ça nous force à ouvrir différentes façons de livrer la formation et que ce soit en présentiel. Pour certains étudiants, c'est acceptable. Ils veulent avoir le présentiel et en face à face et c'est acceptable. D'autres étudiants se sentent très à l'aise de le faire 100% à distance. Donc, d'avoir cette flexibilité-là, et des fois c'est à temps plein, des fois c'est à temps partiel. Mais la question de notre raison d'être, de retourner à notre raison d'être, c'est les étudiants et les étudiantes et avoir différents modes de livraison, pour moi, c'est absolument critique. Il nous reste 5 minutes d'émission seulement. J'aimerais ça faire, en terminant un tour de table, à tour de rôle, en 30 secondes, une minute, me dire ce que vous retenez de cette expérience, de cette pandémie et de ce que vous pensez, ce que vous croyez que l'avenir nous réserve. Nadia. Moi, je crois que ce qui a émergé beaucoup, c'est la collaboration, que ça soit entre les facultés, entre les membres, mais aussi entre les universités. On voit qu'avant, les universités travaillaient en isolation, en compétition, etc., mais de plus en plus, ils sont en train de se rejoindre pour essayer de trouver des solutions aux défis qu'on est en train de vivre en commun. Si on voit Université Canada, par exemple, qui est la porte-parole des universités canadiennes au pays, à l'étranger, c'est leur mandat vraiment de trouver des solutions ensemble. Mais aussi, on voit les réseaux de formateurs en pédagogie de l'enseignement supérieur, par exemple. Ici, ce sont des bureaux de soutien à l'enseignement de différentes universités au Canada qui se rejoignent régulièrement pour réfléchir ensemble. Donc, ensemble, pour faire face à ce qui arrive et puis pour préparer l'avenir, c'est notre nouvelle façon de faire. Patrick. Ben, en fait, évidemment, comme chercheur, moi, ce qui va m'intéresser, c'est tous les impacts de cette crise sur les pratiques. Je pense qu'il y a lieu de tenter de mieux comprendre ce qui s'est passé, de tenter d'identifier quels sont les facteurs qui auront amené à des bons coups ou à des coups moins bons. Je pense que de mettre en lumière toutes ces initiatives de débrouillardise extraordinaires, ce sera extrêmement utile et riche pour la suite des choses. Et le deuxième élément, c'est les enjeux de gouvernance. Dans mon institution, qui est une institution universitaire, par le passé, on se questionnait sur quel était le coût associé au développement d'une formation en ligne de qualité et on était dans la dizaine de milliers de dollars. Là, soudainement, pour la suite des choses, ce sera intéressant de voir quels seront ces coûts-là,
et dans quelle mesure toute cette gouvernance-là sur la propriété intellectuelle de ce qui a été développé, des cours, des profs, etc., va un peu brasser les institutions et j'ose croire que ce sera pour le mieux. Voilà. Jacques. Ben, je suis un peu de pouce sur ce que Patrick vient de dire lorsqu'il a parlé de la gouvernance et les acteurs de la formation à distance ou les gens de terrain qui font de belles choses ont justement accompagné et à peut-être mettre en lumière, comme Patrick disait, pour que cette gouvernance-là puisse démystifier certains aspects de la formation à distance pour ensuite permettre aux directions, aux gens à la tête des institutions de faire preuve de beaucoup de leadership, ou un terme que j'ai vu dans le bas du fleuve de communauté-ship, c'est un terme que j'aime beaucoup, et que tout ceci, c'est dans le but de mettre en place les conditions pour que l'effet enseignant, je sais que la recherche parle beaucoup de cet effet enseignant qui a globalement un impact important sur l'apprentissage, c'est bien documenté, puisse justement avoir lieu dans ces nouveaux contextes-là. Au final, ben on parlera peut-être plus d'humanisme numérique. L'auteur Harari, il en parle un peu, et que ça devient une invitation, ça se résume à dire qu'on pourra faire mieux ce qu'on fait bien. Patrick, Jacques et Nadia, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. C'était vraiment très agréable et intéressant et instructif de vous entendre. Je vous souhaite de passer un très beau temps des fêtes et au plaisir de vous revoir. Daniel, nous allons conclure cette émission en retrouvant Madame la directrice, Denise, qui est là. Denise, qu'est-ce que vous retenez de cette belle conversation aujourd'hui? Extraordinaire. On aurait pu continuer à les écouter oui, puis à leur poser des questions. Mais il y a une chose qui m'a frappée. C'est quand on a parlé de l'espace. Comment l'espace change. Et puis, je vais en profiter pour mentionner une activité qui a été faite par un groupe où ils ont créé des liens entre communautés autochtones et un collège qui est en milieu urbain. Alors, pour moi, c'est un bel exemple, ça, de montrer comment, malgré tout, la COVID nous permet de voyager en quelque sorte et de voir autre chose que son petit patelin. Daniel, en conclusion? Mais je pense qu'une chose qu'on a appris, c'est que la vitesse du changement bougeait à peu près 10 km à l'heure. Maintenant, ça bouge à 100 km à l'heure. Donc, je pense que la formation à distance en format virtuel va continuer à croître. Une fois que les employeurs et les associations, les autres professionnels voient la qualité de nos futurs diplômés, ça va rehausser la réputation et la qualité de la formation que nous livrons ici au Canada. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Et puis, mais moi, je vous salue. Je vous souhaite de passer aussi un agréable temps des fêtes. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 20 janvier en version anglaise en 2021, alors que les vaccins seront très présents autour de nous, souhaitons-le. La formation et l'apprentissage tout au long de la vie pour le plein emploi et un travail décent pour tous, c'est le thème de notre prochaine émission. La version française sera présentée le 27 janvier. Je m'appelle Normand Latour. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.